Sans plus attendre, on va pouvoir commencer. Je vais laisser la parole à Magali Pinon-Lecomte, donc pour la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages pour le ministère de la Transition écologique, qui va nous introduire l'événement. Magali, c'est à vous. Merci beaucoup et bonjour à tous et à tous. Donc, effectivement, je suis adjointe au sous-directeur de l'aménagement durable à la DHUP au sein de la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature. Et vous donner peut-être quelques éléments effectivement de contexte et d'introduction pour ce séminaire à distance. Donc, on se situe dans le cadre de ce séminaire avec une co-organisation entre l'ADEME et le ministère, avec la démarche écoquartier qui est portée par la DGALN et qui s'ouvre depuis quelques années à l'ensemble des thématiques qui concernent la ville et les territoires pour renforcer la dimension intégratrice, hein, intégratrice de cette démarche d'écoquartier. Donc, depuis quelques années déjà, nous travaillons sur, par exemple, la prise en compte de la nature dans l'aménagement, la question de l'internalisation de certains coûts aussi dans les opérations d'aménagement, la réflexion autour du coût global, etc., etc. Et depuis 2017, nous nous sommes rapprochés de l'ADEME pour travailler sur la question de l'économie circulaire, donc dans la même dynamique, hein, tout ça pour effectivement agréger un certain nombre de réflexions autour des écoquartiers pour que vraiment cette démarche soit vraiment une approche vraiment très intégrée. Donc ça, c'est pour expliquer un peu le cadre de l'organisation de ce séminaire. Donc on ouvre aujourd'hui, je crois, le début en fait d'un cycle de conférences sur les circuits de l'économie circulaire. J'ai compris qu'il y aurait 5 séminaires en tout, mais peut-être que ça sera confirmé ensuite et peut-être en conclusion. Avec un premier séminaire aujourd'hui avec un site pilote qui a été présenté à l'instant. Vous dire aussi, donc ça c'était le premier message que je voulais faire passer, c'est effectivement donc c'est ce contexte dans lequel est organisé ce séminaire autour de la démarche écoquartier qui est en mouvement, qui est une démarche en mouvement et qu'on est aussi actuellement en train de retravailler, de refonder pour l'ajuster en fait aux nouveaux enjeux et aux dynamiques en cours, notamment toutes les questions là qui ont tourné autour de la crise sanitaire pour pouvoir intégrer aussi ces nouvelles dimensions au sein de cette démarche. Alors, concernant l'économie circulaire, ce que je pourrais dire, peut-être pour aller vite et puis pour laisser la parole rapidement en fait, aux intervenants, parce que c'est quand même ça le plus important, c'est que la question de l'économie circulaire, pour nous, elle est vraiment importante, sinon majeure pour la transition écologique. Évidemment, comme vous le savez tous. Et bon, alors historiquement, à partir de la question du réemploi des matériaux, hein, évidemment dans les chantiers, dans les opérations d'aménagement. Mais aujourd'hui, on a une question en fait qui nous un gros chantier en fait qui nous mobilise énormément, c'est la question de la sobriété foncière. Et donc cette question aussi de l'urbanisme, de l'économie circulaire, elle interroge aussi cet objectif. Enfin, elle va en faveur aussi de cet objectif de limitation de la consommation des sols, mais aussi de la limitation de la consommation des ressources naturelles en général, et puis de limitation de l'érosion de la biodiversité plus globalement. Donc, j'ai vu que Sylvain Grisot était parmi nous. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment dans cette dimension vraiment très globale et très intégratrice qu'on souhaite se situer sur la question du recyclage des espaces, de la transformation de l'existant, l'intensification des usages, comme le dit très bien Sylvain Grisot hein, dans ses travaux, que je vous incite à lire d'excellents travaux sur l'urbanisme circulaire. Et donc, c'est vraiment cette dimension qui aujourd'hui nous occupe, parce qu'elle est compliquée, parce qu'il y a assez peu finalement de compétences. Et je pense que justement ce genre de séminaire a vocation à développer les compétences, à faire partager justement des retours d'expérience, à ce qu'on devienne meilleur en fait sur ces questions-là, pour lesquelles aujourd'hui les formations initiales, hein, que ce soit les formations en architecture, en urbanisme, mais même aussi dans les questions dans les BTP, etc., est assez peu développée. La question du faire avec l'existant. Voilà, c'est aujourd'hui toutes des filières entières et des compétences
à développer et vraiment c'est un gros chantier qui est devant nous, qui est loin d'être atteint et donc voilà. Donc c'est un peu les 2 grands messages que je voulais vous passer en introduction. Donc situer ces séminaires au sein de la démarche Écoquartier et vous dire qu'on était en train de retravailler sur cette démarche pour voir comment la faire évoluer justement dans toutes ces dimensions et à renforcer la dimension d'intégration avec toutes les thématiques et les grandes transformations des territoires. Et puis, vous parlez aussi de cet urbanisme circulaire qui aujourd'hui nous occupe en faveur de la sobriété foncière et de la biodiversité. Voilà, j'en ai fini. Je suis désolée, je ne vais pas pouvoir rester avec vous. Je serais bien restée. J'avais prévu d'ailleurs de rester avec vous tout au long du séminaire, mais malheureusement, j'ai une réunion qui est tombée à 14h30 et je vais devoir vous quitter rapidement. Voilà, donc bons travaux à vous tous et puis je serai très attentive aux résultats de ce séminaire et au suivant, si j'ai bien compris qu'il y en avait encore 4 autres ensuite. Merci beaucoup Magali pour cette présentation et cette introduction. Je vous confirme qu'il y aura bien 4 autres séminaires par la suite. J'aurai le temps d'y revenir vers la fin de cet événement pour en parler dans le détail. Encore merci Magali. Nous allons pouvoir maintenant rentrer dans le cœur du sujet d'économie circulaire et d'urbanisme. Je vais maintenant laisser la parole à Anita Ravik de la ville de Paris. Justement, quand on parle de la mise en œuvre de principes d'économie circulaire dans les quartiers, on remarque que la collectivité joue un rôle crucial dans la mise en œuvre du projet. Et je vais laisser le soin à Anita de nous parler de ça, notamment dans le contexte de la ville de Paris. Merci Stéphane. Merci de m'avoir invité à intervenir un petit peu en chapeau, en ouverture. Donc, je vais vous présenter le rôle de la collectivité. Alors, pas seulement finalement dans la mise en place d'un projet d'aménagement en soi, mais peut-être plus globalement sur les conditions et le contexte qui est mis en place et qui favorise en fait dans l'ensemble et toutes les mises en œuvre des stratégies d'économie circulaire et du coup, ça infuse, on va dire, dans beaucoup de domaines et beaucoup de domaines de compétences de la ville, mais aussi dans les pratiques des acteurs qui interviennent sur le territoire parisien. Donc, merci pour lancer. Là, on peut passer directement à la diapo d'après. Donc, mon propos, c'est vraiment de pouvoir illustrer avec une stratégie et un déploiement de cette stratégie de manière assez globale sur le territoire parisien et de montrer un petit peu quelles sont les étapes pour arriver à ce déploiement de la stratégie pour Paris. Parce que c'est vrai que finalement, on a été une des premières collectivités à partir et en ce sens, on a été un petit peu pionnier. Et quand on présente en fait le déploiement de cette stratégie, on a souvent l'habitude de dire que c'est un petit peu de connaissances, d'analyse de diagnostic, beaucoup de pragmatisme, mais aussi beaucoup de concertation et de travail finalement avec les acteurs du terrain. Donc ça s'est construit d'une certaine manière depuis 2014 avec les études d'amélioration du métabolisme urbain qui ont démarré à ce moment-là, à la fois sur en fait l'étude et la mise en image des données et des travaux de Sabine Barle sur le métabolisme urbain, et aussi à travers un appel à projet où la ville s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire nous au sein de notre administration pour améliorer certains flux d'administration, et ça a été l'objet du premier appel à projet métabolisme urbain de 2014. Donc c'était déjà une manière à l'époque de poser un certain nombre d'outils de la connaissance. Et ensuite, ça s'est complété à partir de 2015 par une démarche vraiment de rassemblement des acteurs du territoire à travers les états généraux de l'économie circulaire. Et c'est vrai qu'on a lancé un petit peu un chantier de plusieurs mois d'échanges, de concertation autour de sujets de l'économie circulaire, de thématiques et d'une certaine manière de filières qui ont rassemblé plus de 1200 acteurs en tout, représentant 240 organismes, un petit peu tout secteur, le monde associatif, le monde des entreprises, les ONG, les associations, le monde aussi académique, pour réfléchir en fait à
ce qu'on devrait mettre en place pour asseoir et donner un petit peu les conditions d'un développement de l'économie circulaire sur le territoire parisien. Et donc ça a permis de donner lieu à un premier livrable qui était le livre blanc de l'économie circulaire, où on a aussi bien sûr été chercher nos collègues des autres territoires qui allaient devenir le Grand Paris quelques années plus tard. Et puis, donc ça, en fait, ça nous a servi de socle et de base pour définir une politique engageante pour la ville de Paris, engageante dans le sens où on a écrit une stratégie et des feuilles de route qui ont été approuvées par le Conseil de Paris. Donc, du coup, cette étape un petit peu plus politique, elle montre aussi que c'est un engagement de la collectivité d'aller concrètement dans une transformation de son territoire et donc voté par les élus, porté par les élus dans différents domaines. Donc, c'est une connaissance, une concertation des acteurs, un engagement de la collectivité dans un peu différents secteurs. Et aussi, en fait, du coup, dans cette stratégie qu'on met en place, on ne perd pas de vue qu'on a quand même aussi besoin de s'outiller pour accroître la connaissance et savoir un petit peu, mesurer aussi l'impact de la politique publique qui est mise en place et de bien mesurer les enjeux et de savoir dans quelle direction on doit donner à notre action. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on s'est doté aussi dans le cadre de cette stratégie d'indicateurs globaux qui ont été notamment pour l'impact, la partie plus impact économique, la connaissance et la quantification des emplois de l'économie circulaire à Paris. Donc, on a mené cette étude, ce qui nous donne aujourd'hui une capacité de mesurer l'impact en termes économiques, en tout cas à travers l'emploi et la valeur ajoutée créée par les secteurs de l'économie circulaire à Paris. Donc ça, c'est des données dont on dispose et qu'on mettra à jour de manière régulière. Et on a aussi relancé une actualisation et puis un approfondissement des études de métabolisme qui sont menées par ma collègue Sylvie Labarthe et qui permettent de compléter, de connaître bien quels sont le fonctionnement du métabolisme, les flux entrants et sortants de matière, d'énergie, d'eau, mais également en fait le stock de matériaux qui sont contenus dans la ville. Donc ça, c'est une manière d'adresser et de bien mettre en place la stratégie globale. Donc je pense qu'on peut passer à la slide d'après. Merci. Donc, ça, c'était un petit peu le cadre général sur notre politique, notre stratégie. Maintenant, la demande aussi des élus et de la ville, c'était d'avoir aussi un impact concret et des actions très concrètes ancrées sur le territoire. Donc, c'est l'objet des 2 feuilles de route qui ont été adoptées en 2017 puis en 2018, adossées au plan économie circulaire, qui en fait contiennent des actions très concrètes pilotées par des directions de la ville de Paris. Donc, du coup, là, donc on a 30 actions, 15 actions dans la première feuille de route, 15 dans la seconde. Et bon, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais on a fait l'exercice de pouvoir placer l'ensemble de nos actions des 2 feuilles de route dans le schéma de l'économie circulaire, donc la chaîne de valeur de l'amont à l'aval, pour aussi mesurer en fait de quelle manière on se place bien dans une stratégie cohérente et impactante dans nos actions de la ville, c'est-à-dire que l'idée de travailler bien en amont sur un outillage du territoire, une structuration qui permet de changer des modèles qui vont aller vers une sobriété en termes de consommation de matières, de matériaux, en travaillant sur l'éco-conception, les quartiers circulaires, de travailler sur vraiment dans notre production des biens et des services, mais bon, après, pour les équipements, tout ce qui va être lié à la ville en durabilité, en sobriété. Ensuite, pour la partie qui va être de la consommation, d'allonger au maximum la durée d'usage des biens et des services, et puis du coup d'avoir peu d'aval et donc peu de partie, on va dire, traitement des déchets. Et donc, c'est une certaine satisfaction de voir que dans les actions qu'on a engagées, elles sont quand même dans une cohérence aussi de valeur dans ce qu'est l'économie circulaire. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'on a des actions qui sont plus transversales et qui sont plus du domaine de changement de pratique et de culture, puisque en fait, on doit aussi accompagner ces transformations avec de la formation. Donc, c'est le cas, par exemple, pour la formation des agents, pour aussi disposer de modules d'enseignement qui puissent accompagner les changements de pratique et les changements de modèles.
donc d'embarquer aussi finalement tout ce qui va être l'enseignement, on va dire des établissements scolaires de la ville jusqu'à l'enseignement supérieur, mais aussi des formations qui sont professionnelles. Donc il y a eu pas mal de MOOC par exemple qui ont été développés. Et on a une action un peu spécifique justement sur aussi la sensibilisation et les changements de pratique dans le domaine de la culture, parce que la culture, c'est quand même un secteur assez primordial pour Paris. Donc là, c'était pour vous montrer un petit peu comment se déployaient les actions très concrètes de la ville. Et donc, si on passe à la diapo d'après, voilà, de préciser qu'avec ces 30 actions, en fait, on va pouvoir agir sur d'abord des applications concrètes, mais des domaines vraiment assez larges qui vont voilà, ça adresse en tout 10 secteurs en fait sont impactés par nos actions, 16 directions pilotes à la ville et une mairie d'arrondissement également. Et puis, si on fait la totalité des actions qu'on déploie, on a plus d'une centaine d'acteurs du territoire qui sont nos partenaires, en fait. Donc, qui ne sont pas que des agents ou des personnes de la ville, mais vraiment des acteurs du territoire qui sont partenaires pour le déploiement de cette stratégie. Donc, on parle de, bien sûr, construction et bâtiments, donc qui est aussi un peu le sujet de ce premier séminaire, parce que c'est un enjeu fort. C'est le principal producteur de déchets, y compris pour Paris, et de transit de matériaux pour la ville de Paris. Donc ça, on le voit à travers le métabolisme urbain notamment. Le secteur du réemploi-réutilisation, donc qui est lié, donc, en fait, qui est un peu tous les secteurs, mais aussi lié à la consommation responsable pour les Parisiens. Voilà, soutien aux acteurs économiques. Donc, du coup, ça va aller de l'accompagnement d'acteurs sur des projets économie circulaire, mais aussi de pouvoir mener des mises en relation d'acteurs économiques. Donc, c'est ce qu'on fait par exemple avec le quartier circulaire des Deux Rives, qui est une démarche d'écologie industrielle et territoriale qu'on a transposée dans un quartier d'affaires dédié au tertiaire. C'est un peu une première de transposition dans un milieu dense, urbain dense et d'affaires à Paris, qui est copilote avec la RATP. Bien sûr, agir aussi sur l'administration, donc de pouvoir pousser une commande publique responsable. Donc, il y a un gros travail avec la direction des achats qui est mené pour pouvoir accélérer la commande publique circulaire. Voilà, dans des exemples d'administration aussi exemplaires, c'est vraiment le réemploi systématique du mobilier. Et puis, on a, dans la deuxième feuille de route, mis en avant des nouvelles thématiques qui sont par exemple l'événementiel, l'éducation et la culture. Voilà, pour un petit peu pouvoir avoir une vision assez large et assez globale des champs économiques et d'activité de la ville de Paris. Donc voilà un petit peu, donc ça c'est vrai que ça crée un cadre global et assez complet d'une action de la ville et qui va pouvoir favoriser une mise en cohérence et une action de l'ensemble du territoire, y compris du coup sur les projets aménagement et construction. Donc là, on pourrait rentrer dans le détail, mais là on a vraiment une action assez poussée sur des chantiers pilotes et aussi des aménagements qui sont du coup poussés vers des modèles d'économie circulaire à travers de nombreux partenariats, donc, qui sont principalement pilotés par la direction du logement et de l'habitat, la direction de l'urbanisme et puis la direction des constructions publiques et de l'architecture. Donc voilà un petit peu pour le panorama global côté ville de Paris, stratégie et puis implication du territoire et de la ville. Je crois que c'était tout et je crois que c'était ma dernière diapo pour cette présentation. Merci beaucoup Anita pour cette présentation. Donc on voit que la collectivité joue un rôle important dans ces projets, notamment pour mettre en œuvre l'économie circulaire sur les territoires. Je vous propose de passer maintenant à notre table ronde principale. Alors, avant toute chose, si vous avez des questions sur les interventions, que ce soit celles d'Anita ou celles qui vont suivre, je vous invite à poser vos questions au fur et à mesure de l'événement via le chat.
Voilà, n'hésitez surtout pas. On fera remonter les questions un peu plus tard. On aura un temps dédié à ça. Donc tout de suite, la table ronde de cet événement. Donc pour illustrer la dynamique d'économie circulaire sur le territoire et notamment dans le cadre de projets d'aménagement et d'urbanisme, on a choisi aujourd'hui de vous présenter l'initiative des Portes du 20e, donc un quartier qui met en œuvre l'économie circulaire dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain. Pour cette table ronde, aujourd'hui, on aura le plaisir d'accueillir des acteurs donc, de Paris Habitat, bailleur social qui portent ce projet de renouvellement urbain. Donc Anna Fischerbaum et Edith Burja, bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui. Ensuite, nous aurons la chance d'accueillir Nadine Laoud de Veniverdi, l'association Veniverdi, qui travaille notamment sur la mise en œuvre d'une agriculture de proximité. Enfin, nous aurons Nesrine Dani de la fédération Envie, qui nous parlera de Envie le Labo, un écolieu solidaire dans le 20e arrondissement de Paris. Et enfin, nous aurons Juliette Mardon de chez Paris Habitat également, qui nous parlera d'un projet européen, du projet Charm. Donc voilà un peu pour cette table ronde. Sans plus tarder, on va lancer, je dirais, les débats de cet événement. Je vais laisser la parole à Anna Fischerbaum et Edith Burja, voilà pour nous rappeler un peu tout simplement le contexte de ce projet. Qu'est-ce que c'est les Portes du 20e arrondissement? Pourquoi un acteur comme Paris Habitat, bailleur social, va intégrer l'économie circulaire dans ses pratiques et quels sont les axes de travail dans ce projet? Et Anna et Edith, je vous laisse la parole. Bonjour. Alors, en fait, c'est une magnifique transition avec les propos d'Anita Ravlich précédemment, parce qu'effectivement, tout le travail mené par la ville de Paris depuis 2014 sur l'économie circulaire nous a complètement inspirés pour développer ce projet. Et en réalité, on travaille dessus déjà depuis 2016 sur le NPNRU des Portes du 20e. On avait donc ce projet de rénovation urbaine dans les tuyaux et on s'est dit ce serait intéressant d'intégrer une dimension économie circulaire à notre projet urbain qui va s'étaler sur plusieurs années et surtout qui va mobiliser un certain montant d'investissement. Il serait tout à fait utile de réfléchir en amont à la possibilité d'augmenter la circularité de l'économie sur ce territoire. Et ça a interrogé plusieurs questions. Et donc, effectivement, tous les travaux de la ville nous ont beaucoup amenés à poser cette démarche, à réfléchir et à travailler sur l'ensemble des facettes, c'est-à-dire sortir un peu de notre seul prisme de maîtrise d'ouvrage et de se poser la question d'un quartier d'économie circulaire. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de gestion, en termes de développement économique, en termes d'emploi, en termes d'accès aux droits aussi, en termes d'accès à l'emploi. Voilà. Donc, on s'est dit, il faut qu'on pose d'abord un projet de territoire avant de définir un projet urbain. On a donc sollicité l'ANRU qui nous a financé à 50% pour une étude sur un territoire d'économie circulaire. On voulait identifier les potentiels et les enjeux de ce territoire en matière d'économie circulaire. Donc, c'est le cabinet Indigo qui, pendant 2 ans, a étudié notre projet urbain et les ressources du territoire. Alors, les ressources foncières, et bien évidemment, les ressources des acteurs, parce qu'on a quand même un certain nombre d'acteurs à Paris de l'économie circulaire, les ressources emploi et les potentiels de développement. Donc, c'est un quartier qui fait 3000 logements et qui a 98 commerces en pied d'immeubles. Donc, c'est un territoire assez conséquent. On est monobailleur sur ce territoire. Donc, c'est vrai que ça simplifie aussi
la possibilité d'avancer. Enfin, on doit se mettre d'accord avec nous-mêmes, ce qui n'est pas forcément très simple non plus toujours, mais aussi, surtout, ça nous permettait d'être un peu interlocuteur unique avec les services de la ville dont vous allez voir, on a extrêmement besoin pour mener ce projet. Donc, l'intérêt pour le bailleur, en fait, on l'appelle économie circulaire aujourd'hui parce qu'à l'époque, on se disait comment faire un territoire zéro déchet. On avait aussi l'idée, en parallèle, que ce territoire, 3000 logements, ça génère chaque jour une quantité très importante de déchets. Et on s'est dit, ben, pourtant, ces déchets sont des ressources. On pourrait aussi faire en sorte qu'elles soient réutilisées sur le site et qu'elles soient support d'activité. Voilà. Et nous, quand on parle déchets, bailleurs, ça nous permet de parler aussi propreté. On a effectivement un déficit de propreté des espaces communs dans ce quartier, aussi bien sur la voie publique qui appartient à la ville que dans nos parties privatives. On a des pratiques de tri quasiment inexistantes, et voire même des équipements pas du tout adaptés au tri. Donc, on a un fort enjeu autour de la propreté. Et on s'est dit, le déchet, au lieu de le traiter comme un problème, essayons de le traiter comme une ressource qui pourrait permettre à tous les habitants de se retrouver et de voir en le déchet une ressource et pas un problème. On a aussi une grosse problématique, on a un quartier politique de la ville d'accès à l'emploi, avec des taux de chômage frôlant les 30% pour les jeunes et de 20% pour la population 25, la population active. Avec derrière, comme on est monobailleur, un problème de solvabilisation de certains de nos locataires qui ont du mal à pouvoir payer nos loyers parce qu'en déficit de ressources. Donc, on s'est dit, les métiers de l'économie circulaire sont aussi, et les métiers liés autour de ces activités-là, peuvent être aussi vecteurs d'emploi. Et là, je reviens avec ce que expliquait Anita Ravlich et les indicateurs globaux sur la quantification des emplois liés à l'économie circulaire. Voilà. On est aussi persuadé que ces emplois sont, entre guillemets, faciles d'accès parce qu'ils ne mobilisent pas forcément des compétences des qualifications professionnelles forcément très importantes. Aussi, ils peuvent être utiles à certains de nos locataires, et en particulier nos plus pauvres. Il y a aussi travaillé sur le lien social entre les habitants, parce que c'est vrai que le déchet, c'est un lieu d'échange. La réparation, c'est aussi des lieux d'échange. L'entraide, refabriquer ensemble des objets, travailler sur l'alimentation saine et durable, c'est des lieux d'échange entre les habitants qui sont riches et importants. Et on a particulièrement vu là, pendant le premier confinement, la nécessité et la réalité de ces échanges qui sont présents, mais la nécessité d'aller plus loin et sur ces thématiques-là. Et enfin, pour nous, c'est aussi participer au dynamisme économique du territoire. Il est vrai qu'un quartier, entre guillemets, en déficit de dynamique économique, génère plus de problématiques, notamment des problématiques de sûreté, qu'un quartier dynamique où des commerçants sont ouverts, où des gens ont accès à l'emploi. Voilà. Donc, on a aussi, sur cet aspect-là, un fort intérêt à participer à ce dynamisme économique. Voilà, donc on a écrit cette étude de faisabilité qui nous a permis, et là je veux bien passer à la slide d'après, qui nous a permis d'avancer un petit peu et de poser les bases de partenariat. Et je vais juste vous présenter les 3 axes et nos objectifs transversaux, et après je laisserai la parole à Nadine Laoud et Nesrine Dani, qui vous illustreront par nos échanges et notre travail collaboratif là où on en est et où on va sur ce territoire. Alors, un axe qui est la gestion des ordures ménagères. Comment mieux valoriser et diminuer les ordures ménagères? Quels aménagements vers une meilleure ergonomie de nos locaux OM? Et comment transformer la collecte qui est aujourd'hui la collecte des déchets
est très, entre guillemets, industriel et ne favorise absolument pas la réemployabilité des matériaux. C'est-à-dire que dans la poubelle verte, tout est mélangé. Dans la poubelle jaune, c'est un peu moins mélangé, mais c'est peu pratiqué par nos locataires. Et on a encore le biodéchet qu'on pourrait extraire et utiliser. Et on a aussi tous les appareils électroménagers qui sont jetés comme encombrants sur la voie publique, qui pourraient être mieux réemployés. Donc, on a vraiment la question là de créer une filière autre que celle aujourd'hui pratiquée, proposée par la ville. Donc, on travaillait bien évidemment avec la direction de la propreté et de l'eau, c'est la propreté sur ces questions, la DPE à la ville de Paris, et on essaye d'expérimenter de nouvelles collectes. Et là, je vais ensuite laisser passer, enfin, je vous raconte les 3 blocs et après, je laisse la parole. Ensuite, on a un fort enjeu sur l'agriculture urbaine, puisque évidemment, le biodéchet est un déchet important dans nos poubelles. Et il nous permet aussi de faire le lien, cette récolte, et comment on organise cette récolte sur des problématiques d'agriculture urbaine et d'accès à une alimentation saine et durable aussi. Enfin, il y avait le dernier axe, puisque c'est un NPNRU et qu'on fait quand même des gros travaux, c'est les actes réemploi des matériaux de chantier. Mais là, je laisserai ma collègue Juliette Mardon vous présenter cet axe-là. Voilà, je ne sais pas, Nesrine, si tu veux nous en dire quelques mots. Nesrine, si tu veux intervenir pour nous dire les partenariats qu'on a imaginés. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je travaille à la Fédération Envie, Envie qui est un acteur historique de l'insertion et de l'économie circulaire. On a des activités de collecte, de tri, rénovation, réparation et préparation au recyclage des déchets issus d'équipements électriques et électroniques partout en France. On va peut-être en parler plus en détail après. Pendant ma présentation, on est en lien avec Paris Habitat depuis plusieurs années. Hein. Là, la discussion, enfin, l'objectif qu'on a dans le cadre de ce projet aux portes du 20e, c'est d'imaginer des nouvelles formes de collecte des déchets des D3E. Je ne sais pas si on va rentrer dans les détails, Edith, parce que pour le moment, on est dans une phase de réflexion. L'idée, c'est d'essayer un peu de sortir des schémas classiques qui existent aujourd'hui, qui sont en lien avec les éco-organismes, pour imaginer d'augmenter la part de collecte sur un territoire parisien, mais enfin, de manière générale, en Île-de-France, hein, on est très, très mauvais en termes de collecte des D3E. On est à la moitié de la moyenne nationale sur les autres régions en nombre de kilos collectés par habitant. Je pense, Nesrine, ce qui peut être intéressant, c'est justement d'expliquer la complexité de travailler ensemble, parce que justement, nos équipements et notre foncier sont mal pensés. Oui, alors, en tout cas pour Envie, nous, on intervient sur toute la chaîne de valeur, ce qui peut faciliter les choses, mais on a un certain nombre de contraintes qui sont notamment économiques. On est des entreprises d'insertion, on doit trouver un équilibre économique. Les contraintes, elles sont liées au fait on collecte uniquement si les anciens appareils sont massifiés dans des points et sont sécurisés, parce que sinon, il ne reste plus rien. Ils disparaissent. Donc ça, c'est la première contrainte. Et la deuxième contrainte, c'est que quand on collecte auprès des particuliers, on a besoin que ces prestations soient rémunérées, parce que sinon, on a un taux de réemploi qui est assez bas, et donc on va pas réussir à trouver notre équilibre économique.
Donc ça, c'est les premières contraintes. Voilà. Et puis donc vous, vos locaux actuels, en tout cas ce qui est dans votre parc existant, c'est plutôt compliqué de s'insérer pour le moment. Ensuite, peut-être Nesrine, tu peux parler de votre lieu dans le 20e et voir les concordances qu'on peut avoir ensemble. Alors, je suis désolé, Edith, pour bien respecter le programme, on va plutôt switcher sur Nadine. Ah oui, d'accord. Pour des contraintes de temps, etc. Je veux être sûr que ça soit OK. Merci beaucoup, Nesrine. Bien sûr, on aura l'occasion de vous écouter un tout petit peu plus tard sur le tiers-lieu que vous avez pu créer dans le 20e arrondissement. Oui. Je vais passer la parole à Nadine. Donc Nadine Laoud, fondatrice de Veni Verdi. Nadine, vous mettez en place des projets d'agriculture de proximité dans les quartiers, notamment dans des établissements scolaires du 20e. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que fait Veni Verdi et comment vous agissez dans le 20e arrondissement de Paris? Oui, je peux répondre. Alors, l'association, effectivement, existe maintenant depuis 10 ans et elle est présente aujourd'hui au sein de 8 établissements scolaires où elle a installé des projets agricoles, des projets de production. Au quotidien, aujourd'hui, on occupe à peu près 10 000 mètres carrés sur la ville de Paris et dans les 2 ans qui viennent, on devrait à peu près doubler cette surface. Donc, ce qui nous démontre bien que nous sommes sur un accélérateur en termes de surface. Et là, je parle pour l'association uniquement, pour Veni Verdi, donc je ne parle pas des autres acteurs. L'association, au quotidien, elle accueille tout le monde et le projet est raisonné de manière à être tout le temps basé sur un principe qui est multifonctionnel. Comme tous les projets d'économie circulaire, on va voir qu'on a tous cette dimension multifonctionnelle, quel que soit le domaine où on intervient. Donc, au quotidien, on accueille les enfants sur le temps scolaire, hors scolaire, périscolaire, la pause méridienne et les vacances scolaires. On organise aussi des sessions spéciales qui peuvent être soit orientées purement vers du loisir, soit purement vers du scientifique ou du technique, c'est-à-dire des sessions où on apprend à bricoler avec les enfants, ou bien on fait des sciences participatives essentiellement. On travaille aussi, on accueille sur nos sites des adultes. Les adultes, des bénévoles, les habitants du quartier, les voisins, sur des journées de bénévolat ou sur des journées de porte ouverte ou sur des moments d'installation ou de gros événements qu'organise l'association. Les adultes aussi, on peut les accueillir, les équipes pédagogiques dans les établissements scolaires, des salariés d'entreprise dans le cadre de journées de cohésion ou d'événementiel de l'entreprise. Et aussi, ce qu'on accueille, des programmes de recherche. On est souvent dans des panels de recherche scientifique, donc dans des programmes scientifiques, sur tous les sujets, pollution des sols, des plantes, des cultures, masse et densité sur les toits, vivants et biodiversité, et une qui devrait démarrer, si tout va bien, en début d'année, impact social de ce genre de projet. Les adultes aussi, on les accueille sur des temps de formation, et on fait des formations pour tous les publics qui sont en général sur des temps courts, de jours. Découvrir l'agriculture urbaine, biologie végétale, biologie des sols. C'est vraiment axé sur de la science. Et on fait aussi des formations professionnelles pour adultes, avec des régies de quartier sur de la gestion écologique d'espaces verts, avec des gardiens d'immeubles avec certains bailleurs sociaux, quand les gardiens ont l'entretien des espaces verts dans leur mission. Et on travaille aussi dans cette formation avec Pôle emploi pour des gens qui veulent se reconvertir dans les métiers qui touchent à… Alors, en ce qui concerne Veni Verdi, on ne parle pas d'agriculture urbaine, nous, on parle d'agriculture de proximité. Donc, tout ce qui touche à ces programmes d'agriculture de proximité. Et notre objectif, quand on forme ces personnes, c'est aussi de les accompagner, puisque aujourd'hui, depuis tout à l'heure, quand j'écoute les différents acteurs, je m'aperçois qu'on est tous à peu près on est tous d'accord sur le fait qu'il y a une très forte pression de tous les niveaux sur ces sujets-là, sur l'environnement, sur le foncier, sur la production alimentaire, le comestible, la volonté de développer ceci et cela, etc. Voilà où l'association en est grosso modo aujourd'hui.
Je n'ai pas eu le temps de développer parce qu'on travaille énormément avec les bailleurs sociaux et plus particulièrement avec Paris Habitat. Ça va de l'animation à jardin partagé à aujourd'hui un partenariat qu'on est en train de mettre en place pour développer donc un quartier comestible, un quartier agricole aux portes du 20e. Je ne sais pas si j'en dis plus, si je continue sur le quartier agricole des portes du 20e, sur le projet en lui-même. Vous pouvez y aller, Nadine. La parole est à vous. Il nous reste du temps. Alors, il y a eu l'appel à projet des quartiers fertiles de Lanru, je pense que tout le monde le connaît. Et la Verdi a proposé sur deux sites. Alors, il y a à Clichy-sous-Bois et au port du 20e. La même volonté, c'est d'installer une agriculture qui soit productive, qu'elle produise du comestible ou des matières à transformation ou des matières à destination artisanale, et qu'autour de toute cette production, on inscrive une résilience alimentaire et on inscrive aussi une économie qui soit purement locale. Je vais prendre toujours les mêmes exemples de la production qu'on pourrait transformer en conserve, en chutney, en légumes secs, en tout ce qu'on voudra, des sirops, tout ça. La possibilité de produire de l'huile d'olive, bien sûr, de l'huile de noix, de l'huile d'amande, c'est possible sur ce territoire. Et à partir du moment où on installe toutes ces zones de production, installer les filières naturelles qui vont prendre en charge cette production, la distribuer, la transformer, dans tous les cas, l'exploiter. L'objectif autour de la création d'un quartier agricole, c'est aussi de répondre à tous les enjeux qui ont été cités précédemment, comme par exemple le déchet, les incivilités, les comportements et tout ça. Donc, pour installer un quartier agricole avec une économie circulaire, il faut au moins 3 acteurs. La production agricole, il faut la gestion du déchet, donc des zones de compostage, et ce que j'appelle moi des TR, transformer, récupérer, recycler et reparer. C'est-à-dire tout ce qu'on peut travailler sur le local en l'échangeant, en le troquant, en le récupérant, on va le faire. Et tout ce qui ne pourra pas être fait sur le local, on va le gérer sur ces stations de compostage pour que ça parte dans des filières naturelles ou en place ou nationales de recyclage. Donc l'idée est qu'à chaque fois autour de ça, de chaque spot qui va être mis, de travailler des choses qui vont tourner autour, toujours sur la circularité. Et si je prends, comme disait dit tout à l'heure, le déchet, aujourd'hui, vous avez des solutions pour gérer des grands volumes de déchets, comme les machines électromécaniques, qui peuvent vous gérer à peu près 30 mètres cubes par mois de déchets organiques, et elle prend les plats en sauce et tout ça, et qui vous transforme ça en compost. On travaille aujourd'hui avec certains partenaires pour installer des composteurs comme ça dans les quartiers. Et il va y en avoir qui vont voir le jour. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le modèle de financement qui est en train de se mettre en place est basé sur plusieurs critères, sur des transferts de budget, sur la rémunération de services écosystémiques, sur la rémunération par rapport à des budgets de formation, d'insertion, etc., etc. Ce qui fait que la matière première qui va être produite, le compost, on n'est pas loin de la gratuité pour les acteurs qui pourraient le récupérer. Et l'idée, c'est de travailler sur des quartiers où on va essayer de mettre le plus grand nombre possible d'acteurs en lien, parce qu'il y en a un que je n'ai pas encore cité, au-delà des agriculteurs. Il y en a, c'est tous les acteurs associatifs, les acteurs qui sont sur le social, l'éducation, le lien, la culture, etc. Comment on va travailler avec eux pour créer un quartier ou échanger complètement son attractivité. Très rapidement. Voilà. Merci beaucoup, Nadine. Voilà, il y aura peut-être des questions plus tard. Ouais, je les vois passer, ouais. Si vous avez des questions, on prendra un temps pour y répondre. J'invite tous les participants à continuer à poser leurs questions via le chat. Anna, Edith, est-ce que vous voulez rajouter un petit mot pour notamment la collaboration avec Nadine sur le projet des portes du 20e? Je pense qu'Anna, oui, parce qu'elle a plus travaillé. Puis il y avait une petite transition à faire aussi qu'on n'a pas fait pour la suite, qui est juste au-dessus de cette slide et qui Anna va pouvoir vous faire. Anna, est-ce que tu es avec nous? Ton micro est désactivé. Ah, oui, j'essaie d'être polie sur le webinaire. Du coup, je pense que pour moi, l'action de Nadine, ça rentre parfaitement dans le cadre des acteurs dont on a besoin pour avancer là-dessus. Donc, en fait, ce qu'on voulait vous dire, c'est très bien de faire des études de faisabilité. On en a fait un super.
mais il y a besoin aussi d'avancer et de construire le démarche. Et c'est là où on est maintenant. Et pour le faire bien, on est effectivement en train de travailler dans des différentes phases avec des partenaires, soit institutionnels, et là, on a énormément de chance puisqu'on a une collectivité qui est au taquet, des fois avec un peu d'avance que nous sur ces sujets. Et merci à Anita pour la présentation de tout à l'heure. Mais on a besoin, comme Edith a dit, d'en échanger avec tous les services de la ville, si c'est sur la collecte, si c'est sur la gestion urbaine de proximité. Et on a aussi besoin des partenaires comme Nadine et comme Nesrine, avec qui on est en train vraiment de voir comment on s'emboîte nos projets en aménagement, en maîtrise d'ouvrage et les projets en gestion. Et donc, du coup, moi, je pense que Nadine parle très bien pour elle-même. C'est quelqu'un qui connaît le terrain, qui connaît nos locataires, qui sait comment on travaille avec. Je pense que Nesrine, c'est pareil. Et c'est là où on est aujourd'hui pour pouvoir aboutir à ce quartier d'économie circulaire. Merci beaucoup, Anna, pour ce complément. Je vous propose de passer à la suite. Merci beaucoup, Nadine, pour la présentation. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Nesrine Dani de la Fédération Envie. Alors, Envie travaille sur la rénovation et la réutilisation des équipements électriques et électroniques. Notamment dans le 20e arrondissement, vous avez créé un écolieu solidaire qui s'appelle Envie le Labo, qui est en fait un véritable démonstrateur de l'économie circulaire au sein même d'un quartier. Nesrine, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur Envie et sur cet écolieu solidaire? Oui, alors si on... Je vais attendre que vous passiez juste les slides. Ouais. Je vais juste donner quelques mots-clés, quelques chiffres clés sur Envie. Donc, Envie, on existe depuis 1984. On est présent à travers 50 entreprises d'insertion, ce qui représente 2800 salariés, dont 2300 en parcours d'insertion, avec des taux de sortie de dynamique qui sont très satisfaisants. De 78%, et on collecte un tiers des D3E en France. Et chaque année, on remet en état à peu près 125 000 appareils. Ça, c'est nos chiffres historiques. On rentre dans une phase d'objectif de changement d'échelle et d'accélération dans les prochaines années. On espère qu'on va se donner les moyens d'y arriver. Donc, le projet Envie le Labo, il est né, on peut passer à la slide suivante, d'une rencontre entre la ville de Paris et Envie, et avec un double constat que les enjeux et les besoins en termes d'inclusion et de collecte et de rénovation d'appareils électroménagers à Paris et en Île-de-France était très important et était très peu satisfait. Et malgré le fort ancrage territorial d'Envie en France, on était et on est encore très peu présent en Île-de-France, et on n'était pas du tout présent à Paris. Donc en fait, aujourd'hui, il y a deux structures opérationnelles Envie en Île-de-France, Envie Trappes et Envie 2E Île-de-France à Gennevilliers. Donc la ville de Paris nous a aidé à trouver des opportunités de foncier et nous a mis en relation avec Paris Habitat, avec l'opportunité qu'on a saisie de s'installer en plein quartier de Ménilmontant, un quartier avec notre public cible de population à revenus modestes, et dans un quartier qui est très très riche en vie citoyenne, en association. Donc on a signé un bail à construction avec Paris Habitat, ce qui est assez inédit de nos jours.
et ce qui nous permet voilà, de construire un bâtiment en plein Paris. Le projet en lui-même dans Ville au Labo, c'est vraiment d'encourager les citoyens à adopter des modes de vie éco-responsables et solidaires. Et l'ambition qu'on se donne, c'est de pouvoir démontrer aux citoyens que c'est faisable et de leur donner les moyens de le faire de façon accessible économiquement et de faire en sorte que ce soit le plus facile possible, qu'on ne trouve pas des freins à cette fameuse transition écologique. Comment est-ce qu'on va faire ça? Donc, dans ce bâtiment, on va héberger plusieurs activités. Il y aura le premier magasin en vie à Paris de vente d'appareils électroménagers rénovés et garantis. On en parlera plus en détail juste après. Il y aura un service de réparation pour les petits appareils électroménagers qui sont rentables pour le client comme pour le réparateur. On proposera des visites pédagogiques du lieu qui est assez atypique et pour couvrir un peu pour avoir un peu de ressources, on proposera de la réservation d'espace. Alors, le bâtiment en lui-même, on a essayé, on était très contraints financièrement pour construire un bâtiment à Paris, mais on a essayé en même temps de faire en sorte que le bâtiment il soit le reflet des valeurs d'envie de l'économie circulaire. Donc, on a eu une démarche qui était plutôt clairement empirique et autodidacte avec l'équipe projet, où on a essayé d'avoir recours au maximum au réemploi dans le cadre de la partie seconde œuvre, construction du bâtiment, en sourçant pas mal de matériaux et d'équipements de construction, et dans la partie aménagement, sur toute la partie aménagement, notamment le mobilier. On a voulu confronter cette approche-là à une étude. Donc, il y a un bilan de circularité qui a été mené, qui a été d'ailleurs mené avec le soutien de l'ADEME par le cabinet EVA, et qui a démontré qu'on avait pu éviter 20 tonnes d'éléments neufs dans le bâtiment, ce qui représente sur la partie seconde œuvre et aménagement 45% de la totalité des matériaux qu'on aurait utilisés. Voilà, et ensuite le bâtiment, il a d'autres aussi vertus environnementales, on va dire. Donc, 70% de la structure du bâtiment est en bois. Là, le bardage que vous voyez extérieur, les deux façades sont en bois récupéré, issus de fin de chantier. Pour éviter aussi d'utiliser des matières, on a pas mal eu recours, eu un parti pris de finition brute sur le bâtiment, et tout le mobilier est soit issu du réemploi, soit fabriqué à partir de bois récupérés dans le cadre de chantiers d'insertion, de chantiers éducatifs. Et on a une toiture végétalisée sur le toit. Voilà, sur l'idée, c'est vraiment ce que vous disiez tout à l'heure, que ce soit un démonstrateur de l'économie circulaire. Il y aura un parcours pédagogique qui sera proposé aux visiteurs, qui mettra en avant tous les matériaux, les objets à qui on a offert une deuxième vie. Donc, l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser contre le gaspillage et aussi de valoriser le savoir-faire d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc là, c'est quelques photos. On n'a pas totalement fini l'aménagement, mais ça évolue très, très vite.
Donc là, on est au rez-de-chaussée, ça va être l'espace de vente. La spécificité de cet espace de vente, c'est qu'il est beaucoup plus petit que ce qu'on a habituellement. Donc nous, historiquement, les magasins en vie sont accolés aux ateliers de production et sont situés dans des zones industrielles. Là, notre vrai atelier de production, il n'est pas sur place. Le bâtiment fait 560 mètres carrés. Il nous faut 2000 mètres carrés pour avoir un atelier de production. L'atelier de production est à Trappes, mais l'espace de vente ici sera un espace d'exposition des appareils que vend Envie et il sera relié à un site de vente en ligne. Là, on peut voir aussi, je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais oui, vous pouvez passer à la photo suivante. Donc, on passe à l'atelier de réparation de petits appareils électroménagers. Cette verrière, elle est en bois et en verre récupéré. Elle a été fabriquée par une association qui s'appelle Initiative Solidaire dans le 93 et qui, dans le cadre d'un chantier d'insertion. Ça, c'est un peu une pièce maîtresse du bâtiment. C'est une cloison fabriquée à partir de plus d'une trentaine de hublots de machines à laver qui viennent de Trappes. Donc, peut-être qu'il y a un de vos hublots qui est là. Là, on arrive à l'espace événementiel où on va mener les actions de sensibilisation du grand public. Je n'ai pas précisé, mais c'était peut-être écrit sur les slides. Donc, les ateliers pratiques de lutte contre le gaspillage qui seront animés, ils vont être gratuits. Voilà, le but, c'est vraiment que ce soit accessible à tous et que ce soit tourné, que ce soit pensé de manière à ce que, on trouve un intérêt aussi économique, qu'on puisse faire des économies en préservant les ressources. Voilà, donc là, c'est une cuisine aussi. Tout ce que vous voyez a été récupéré. Les briques, les chaises, le plan de travail, les meubles ont été fabriqués par Initiative Solidaire aussi. Il y a des appareils électroménagers qui viennent d'Envie de Trappes. Et on voit les finitions brutes, évidemment. Et donc ça, c'est le dernier étage. Le dernier étage, ce sera les bureaux de la Fédération Envie, ce qui nous permet d'économiser un loyer. Et là aussi, on est sur des meubles récupérés ou fabriqués à partir de bois récupérés. Voilà, la dernière photo, on l'a vue en petite, c'est la toiture végétalisée qui allait très bien avant la sécheresse, hein, mais qui repousse avec la pluie. Et donc, pour finir, juste un mot sur les partenaires. On n'aurait jamais pu mener à bien ce projet si on n'avait pas été, je pense, à un moment où c'est un sujet qui intéresse et qui, c'est un terrain favorable et donc on a pu avoir le soutien de plusieurs acteurs, en premier la ville de Paris, hein, mais également l'ADEME, Île-de-France, la région Île-de-France, Paris Habitat, on en a parlé, Écosystème et un certain nombre d'autres acteurs privés. Et le projet est parrainé par le ministère de la Transition écologique. Et la partie réemploi, réutilisation, recyclée, là, c'est pour vous donner une idée du nombre d'acteurs avec lesquels on a travaillé, qui se sont impliqués. Ça, c'est ceux avec lesquels du sourcing, entre guillemets, ou de l'achat se sont concrétisés. Mais il y a beaucoup d'autres acteurs aussi qui ont essayé de nous aider pour mener à bien ce projet. Voilà, on espère ouvrir d'ici la fin de l'année.
Merci beaucoup, Nesrine, pour cette présentation. On voit bien un peu à quoi peut ressembler un écolieu solidaire et ce qu'il va pouvoir faire dans un quartier. Juste, pour revenir, Anna, Edith, Edith en a parlé un peu tout à l'heure, mais c'est vrai que vous êtes intéressés pour développer un lieu un peu similaire ou le même procédé sur le quartier plus spécifique des portes du 20e. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Oui. Bah, on est encore en réflexion, mais on se dit que effectivement, auprès des habitants et des Parisiens que sont nos locataires, animer cette démarche, elle nécessite d'avoir, enfin, en fait, non, je reviens. L'économie circulaire, pour que ce soit très concret pour nos habitants, il faut que ce soit proche et que ce soit en proximité. Du coup, on a imaginé qu'il y avait un espèce de tiers-lieu du réemploi qui était un peu un lieu de qui permettait à différentes expériences de converger, de se rencontrer, de travailler ensemble. Et du coup, on a pensé à faire une espèce de tiers-lieu, enfin, c'est comme ça qu'on l'a nommé, mais une maison du réemploi dans le quartier qui serait à la fois un peu comme les fonctionnalités présentées par Envie dans son labo, un lieu de réparation, d'auto-réparation, de transformation, un espace de showroom qui permettrait entre autres à Envie, mais à d'autres acteurs aussi, notamment des ressourceries, de venir vendre des objets de seconde main. On a aussi Emmaüs Connect qui fait tout un travail très intéressant sur l'accès à la téléphonie mobile, qui est une problématique pour nos locataires, parce que souvent bien onéreuse. Donc voilà, on s'est dit que ce lieu pouvait être un peu le lieu qui sacraliserait toutes les démarches et permettrait de se rencontrer, et surtout qui ferait aussi un peu incubateur d'entreprises et d'activités économiques qu'on pourrait ensuite disséminer un peu plus dans le quartier, notamment dans nos 98 commerces qui sont certains occupés, d'autres pas occupés. Puis au fur et à mesure du temps, il y en a qui vont se libérer. Il va y avoir une transformation commerciale et on voudrait que cette transformation commerciale, elle puisse être bénéfique à tous les acteurs du réemploi. Voilà. Et aussi très, très, très concrètement, puisque nous ne sommes pas allés chercher Envie sur les portes du 20e. On a un projet avec eux qui est aussi autour de la collecte. Et c'est très important puisqu'en fait, donc un tiers-lieu, c'est évident. On a besoin d'un sorte de showroom pour nos locataires pour permettre de commencer à changer des mœurs. Mais on a aussi besoin de vraiment changer les façons de gérer derrière. Donc, Envie, c'est une des organismes avec qui on veut avancer pour modifier la collecte. Et pour cela, on doit se modifier dans la façon qu'on s'organise, dans la façon qu'on fonctionne. Et on va créer des locaux multiflux. Donc, c'est un élément d'un cahier de charges pour des 3000, pour les réhabilitations qu'on va mener. Et je pense que c'est quand même entre le tiers-lieu et les locaux multiflux et l'animation des locaux multiflux et l'animation des tiers-lieux, ce qui est très intéressant, et moi, ce que j'adore travailler, c'est qu'on est sur deux temps qui sont assez différentes, puisqu'on a le temps de l'aménagement, le temps de planification d'une opération. On est sur des opérations qui peuvent durer jusqu'à 10 ans. Et on est aussi sur le temps très, très court de la gestion. Et on doit jongler entre les deux. Et donc, du coup, voilà, on se dote des moyens, des espaces, et on a besoin ensuite de monter avec les partenaires comme Envie la gestion et le fonctionnement de ces espaces. Merci beaucoup, Edith et Anna, pour ce complément. On voit beaucoup, on commence à percevoir les interactions potentielles entre Paris Habitat, Veni Verdi et Envie. Et en tout cas, on vous promet en tout cas plein de belles choses pour l'avenir et continuer à mettre en place ces projets. Je rappelle que si vous avez des questions sur les interventions passées, le chat est ouvert. N'hésitez surtout pas à faire remonter vos questions. On a un temps qui est prévu pour ça. Voilà. Et donc, sans plus attendre, on va passer à notre dernière intervenante de cette table ronde.
je vais laisser la parole à Juliette Mardon, qui travaille pour Paris Habitat également. Alors, Juliette, vous travaillez sur le projet CHARM. Alors, je vous laisserai le plaisir de détailler l'acronyme pour les participants. Alors, ce projet, il a pour objectif de créer une méthodologie sur la façon d'intégrer l'économie circulaire dans les pratiques des bailleurs, notamment grâce à des démonstrateurs, dont un démonstrateur est dans le 20e arrondissement de Paris. Pouvez-vous nous parler plus en détail du projet de CHARM et ses différents objectifs? Bonjour à tous, merci Stéphane. Oui, je vais vous parler du projet de CHARM aujourd'hui. Je vais me permettre du coup de partager mon écran comme convenu. Alors, excusez-moi un petit instant. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon? Ok, très bien. Donc, Juliette Mardon, je travaille à la maîtrise d'ouvrage de Paris Habitat et plus précisément au service Habitat Durable. Donc, je vais vous parler du projet CHARM, qui est un projet sur le réemploi des matériaux du bâtiment. Donc, pour introduire un petit peu le contexte de ce projet, il s'inscrit dans un contexte un petit peu plus large d'engagement développement durable de Paris Habitat. En tant que bailleur aménageur, nous sommes engagés auprès de la ville de Paris. Nous sommes signataires de la charte Paris Action Climat, donc qui s'inscrit, qui a pour objectif en fait de diminuer l'impact carbone de nos opérations, donc qui s'aligne sur les objectifs de développement durable. On a rejoint la communauté aménagement immobilier, donc on essaye vraiment de diminuer l'impact de nos opérations, et ça passe notamment par le réemploi des matériaux que nous avons déjà expérimenté sur plusieurs de nos projets, notamment le projet emblématique de la caserne de Reuilly, et le projet CHARM s'inscrit dans cette continuité. Donc, c'est un projet européen qui dure 4 ans, qui a démarré en 2018, qui part du constat en fait, de l'utilisation des ressources en Europe. En fait, le secteur de la construction utilise plus de 60% des ressources en Europe. Ça représente aussi un tiers des déchets de l'Union européenne. Et en fait, donc 30 à 50% des matériaux qui sont utilisés le sont pour le secteur de la construction. Donc, le projet CHARM part de ce constat. Le fameux acronyme CHARM, en fait, Circular Housing Asset Renovation Management, en fait, parle de matériaux avec un objectif de valorisation, donc ce qu'ils appellent l'upcycling. L'idée étant de valoriser au mieux les matériaux, donc de les réemployer si c'est possible, sinon de les réutiliser ou de les valoriser. Donc, c'est un projet européen multi-acteurs qui est financé par le Fonds européen pour le développement régional. Je vous présenterai un petit peu plus tard rapidement les différents acteurs de ce projet. L'objectif, c'est de développer une stratégie d'économie circulaire du bâtiment à long terme chez les bailleurs sociaux d'Europe du Nord-Ouest, et vraiment d'ancrer une stratégie pour systématiser le réemploi sur les opérations et donc permettre de développer les filières de réemploi. Donc, il y a différents partenaires du projet et en fonction des partenaires, chacun va avoir des objectifs différents. Donc, l'idée, c'est de valoriser sur des sites démonstrateurs les matériaux, donc de les réemployer en intégration sur des opérations de construction, mais aussi sur des opérations de réhabilitation et des démolitions. Il y a aussi cet aspect conception et construction en vue d'un réemploi futur, donc vraiment anticiper le réemploi dès la conception. Et il y a tout ce volet mise en place en fait de guides, de clauses, de cahiers des charges types pour vraiment développer une méthodologie du réemploi et le systématiser sur nos opérations. Et ça passe notamment par le développement d'une plateforme dont je vais vous parler juste après. Les différents partenaires, très rapidement, en fait, c'est un projet qui est piloté par l'Université de Delft aux Pays-Bas, qui travaille beaucoup sur ces questions de circularité des matériaux. Et donc, il y a 4 bailleurs sociaux des Pays-Bas, de Belgique, d'Angleterre, et donc pour la France, Paris Habitat, qui ont des sites démonstrateurs dans le cadre de ce projet, avec également donc, des partenaires, des sub-partenaires qui participent à la dissémination du projet, également des partenaires plutôt axés sur la recherche de stratégies circulaires et sur la communication, mais aussi des partenaires associés qui aident au partage de retours d'expérience, dont notamment la ville de Paris, Villogia, Bacacia, encore Bellastock ou Rotor. Donc, dans le cadre de ce projet, on a comme objectif de réemployer, d'expérimenter le réemploi sur différents sites démonstrateurs, donc, que vous pouvez voir sur ces photos. Donc, DHBM,
un ensemble des années 60, un pavillon. Donc voilà, une typologie de bâti assez diverse. Donc on retrouve dans le 16e arrondissement, dans le 20e arrondissement, donc les sites d'Avoue Félix Tarié dont je vais vous parler, et la porte de Montreuil, et aussi dans le 13e arrondissement. L'idée, en fait, c'était vraiment en sélectionnant ces sites démonstrateurs, de choisir des typologies de bâtis très différentes, donc qui sont représentatives de la richesse du patrimoine de Paris Habitat. Donc des HBM, années 60, on a aussi une ancienne caserne et un ancien pavillon du début du siècle, et aussi des logements un peu plus disparates. Donc en fait, l'idée, c'était de prendre des opérations avec des programmes de travaux également différents, donc allant de la rénovation légère à la rénovation lourde, et à la transformation. Donc vraiment, on a aussi des sites qui impliquent une partie de démolition, donc, qui pose d'autant plus de sujets en termes de réemploi. Et on a aussi l'ambition de développer une méthodologie de réemploi pour ce qu'on appelle les logements à la relocation, donc c'est-à-dire les logements qui sont libérés chaque année, donc c'est un gisement d'environ 5000 logements chaque année, et qui sont remis à neuf avant d'être reloués. Donc l'idée, c'est de développer une méthodologie, voilà, sur ces différents types de bâtis et types d'opérations. Donc maintenant, je vais vous parler plus précisément du site qui conserve le territoire du 20e qu'on évoque aujourd'hui. Donc le site démonstrateur d'Avoue Félix Tarié, porte de Montreuil. Donc d'Avoue Félix Tarié, en fait, c'est un site, un HBM donc de 1932, qui, avant travaux, compte 728 logements. Il y a aussi 25 locaux d'activité et une crèche. Donc le programme de travaux inclut une réhabilitation plan climat et aussi une requalification des espaces extérieurs. Donc en fait, un diagnostic ressources a été réalisé par les architectes et par le cabinet Indigo, donc qui ont pu un peu étudier et mettre en exergue les matériaux qui présentaient un potentiel de réemploi, ou du moins de valorisation. Donc parmi ces matériaux, on compte les tuiles en terre cuite, des équipements sanitaires, des éléments de serrurerie, mais aussi le béton, les terres végétales, des menuiseries intérieures, extérieures, des D3E, luminaires, et aussi des panneaux en zinc. Donc vous pouvez trouver sur les photos sur cette slide. L'idée de ce site démonstrateur, donc c'est à la fois de réemployer, prioritairement de réemployer des matériaux in situ, ou alors de les réutiliser, donc c'est-à-dire de les transformer, par exemple pour des cheminements, etc. L'objectif principal étant toujours de valoriser au maximum les matériaux, donc de les réemployer, donc sur site, mais aussi, si ce n'est pas possible, en fait, de trouver des filières de valorisation ex situ, et donc d'envoyer ces matériaux vers des filières de réemploi ou de réutilisation sur d'autres opérations, que ce soit sur des opérations Paris Habitat ou extérieures. Un autre volet de ce projet, ça va être de réutiliser ces matériaux, donc plus précisément les menuiseries de Félix Tarié, pour les transformer en mobilier sur Porte de Montreuil, puisqu'il y aura une résidence étudiante qui va être construite et qui comptera 40 logements étudiants. Donc voilà, pour inscrire un petit peu le projet dans un quartier circulaire, se servir des matériaux de Davout Félix Tarié pour ces logements étudiants. Donc voilà pour les sites démonstrateurs et pour le site Davout Félix Tarié. Le projet Charme, donc au-delà des sites démonstrateurs, il y a un deuxième volet qui est celui du développement d'une plateforme de matériaux. En fait, en interne, chez Paris Habitat, il y a déjà une plateforme existante qui s'appelle Écosystème. C'est une sorte de bon coin des matériaux qui permet aux chargés d'opérations de Paris Habitat d'échanger entre eux et donc entre leurs opérations les matériaux disponibles. Donc, c'est une plateforme qui a été créée en 2016 et qui aujourd'hui est moins utilisée. Et dans le cadre en fait, du projet Charme, l'idée c'est de lui donner un second souffle, en tout cas de partir sur le développement d'une plateforme d'échange de matériaux qui soit en fait ouverte vers l'extérieur et qu'on puisse donner l'accès en fait aux maîtrises d'œuvre aux entreprises, puisque c'est eux en fait qui ont les informations sur les matériaux en temps voulu. Voilà, d'en développer un petit peu plus les fonctionnalités pour vraiment favoriser, trouver plus facilement des gisements et donc améliorer la communication
entre les différentes parties prenantes, et aussi d'orienter vers des marketplaces pour vendre les matériaux, ou aussi vers des donataires associatifs pour les donner et les valoriser par la suite. Donc voilà l'idée de développement de la plateforme qui s'inscrit dans le cadre du projet, Charm. Et donc j'en arrive à la fin de ma présentation. Je pense que Stéphane, je vais vous laisser la parole pour reprendre pour les questions. En tout cas, vous avez sur la slide mon contact ainsi que celui d'Isabelle Quiamont, la responsable du service Habitat Durable. Merci. Merci beaucoup, Juliette. On va passer assez rapidement au temps questions-réponses. On se garde à peu près 15-20 minutes pour répondre aux questions. Il y en a eu quelques-unes dans le chat. Je vais aller très vite sur les questions pour Nadine, qui a une contrainte de temps. Est-ce que Nadine, tu es bien toujours avec nous? Oui, je suis là, pardon, je suis là. Merci beaucoup, Nadine. Alors, je vais aller très rapidement. Je sais que tu as des contraintes de temps. On a eu quelques questions sur ta présentation. La question est la suivante. Avez-vous une évaluation des volumes de production et qui bénéficie des produits? Alors, l'objectif est de créer et d'installer différents acteurs de l'agriculture. Donc, il y aura donc différents projets de production. Donc, pour les volumes, aujourd'hui, on n'a pas encore de réponse puisque les choses sont encore en train de prendre forme là-dessus. Parce qu'il y en a entre celui qui va, par exemple, s'occuper de produire du houblon ou du raisin de table, il faut qu'il commence par planter la vigne. Donc, aujourd'hui, sur ce genre de sujet, on n'a que des chiffres théoriques basés sur les différentes études agronomiques qui peuvent exister. Mais entre ça et la réalité, parfois, il y a un fossé. Donc, on n'a encore rien de réel. Par contre, si on commence à se baser sur les productions de différents acteurs, on commence à être de plus en plus productif en volume. Depuis 10 ans, parce que beaucoup d'acteurs de l'agriculture urbaine ne sont pas à la base des professionnels de l'agriculture. Donc, depuis 10 ans, on commence à voir que ça monte en volume, qu'on a installé les projets sur les toits, sur les sols et qu'on a trouvé des solutions. C'est surtout notre premier souci, c'est l'amendement des sols. Et on commence à trouver des solutions dans le recyclage d'un certain nombre de déchets hyper intéressantes. Super. Et une dernière petite question pour toi, Nadine, sur la question, tu parlais tout à l'heure des composteurs. Avec quel partenaire travaillez-vous pour l'installation des composteurs? Alors, il y a Upcycle ou les alchimistes. D'accord, très bien. Et tu peux nous en dire un peu plus sur leur intervention? Alors, Upcycle, c'est la structure qui aujourd'hui commercialise la machine en question en France. Les alchimistes sont un exploitant de la machine. Donc, je ne sais pas quelle est exactement la forme du partenariat qui les lie, mais Upcycle, en général, accompagne à l'installation technique et à la formation des personnes qui vont s'occuper de la machine. Et après, c'est quelqu'un d'autre, une autre structure, donc les alchimistes ou des régies de quartier, qui après vont prendre la gestion et l'exploitation de la machine en ligne droite et super rapide, hein. Il faut s'orienter après vers Upcycle parce que l'accompagnement n'est pas fait en une phrase, hein. Il dure un peu plus longtemps. Et ensuite, dans les acteurs qui sont aujourd'hui, qui ont le plus avancé là-dessus, je pense que à Paris, en tout cas, c'est les alchimistes sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, on commence d'ailleurs à avoir du compost des alchimistes vendu dans des magasins. Très bien. Merci beaucoup, Nadine. On te laisse filer pour tes occupations de l'après-midi. Encore merci pour ton intervention et puis tes réponses. À très bientôt. Merci pour tout. Au revoir. Je vais enchaîner sur les questions. J'avais une question pour Anita. Anita, si tu es encore avec nous. Quel est votre retour d'expérience sur la gouvernance de l'économie circulaire entre les directions de la ville et les acteurs externes?
Alors, sur la gouvernance entre les directions, donc, ce que je disais, c'est qu'on était 16 directions et une mairie d'arrondissement pilote. On a mis en place un comité technique en fait, pour se coordonner entre nous, à faire un point sur l'avancement de nos actions, les difficultés, etc. Donc, du coup, ça, c'est quelque chose qu'on mène, enfin, on les réunit 2 à 3 fois par an maximum. Et on a aussi en fait des temps d'échange. Alors, on a eu beaucoup de temps d'échange en amont en fait pour la rédaction des feuilles de route aussi. On a travaillé un petit peu en atelier. On a aussi fait des recensements des actions qui étaient en fait partagées et priorisées. Par exemple, toutes les propositions qui étaient dans le livre blanc pour qu'elles soient aussi décidées un peu de manière collaborative avec l'ensemble des directions sur leur niveau de maturité, leur niveau de possibilité de développement au sein de la ville et qui pourrait les piloter. Donc déjà, il y a eu ce travail en amont même de l'adoption des feuilles de route, de partage entre nous de ce qui pourrait être justement une priorisation des actions et ce qui allait être mené par qui, ce qui déjà garantissait aussi la prise en charge et on va dire, le fait que les directions s'accaparent à la fois la thématique de l'économie circulaire et aussi les actions qu'elles pouvaient porter. C'était aussi l'occasion de recenser ce que faisait chacune des directions parce qu'en fait, beaucoup de directions ne sont pas parties de rien du tout dans la mise en œuvre d'actions d'économie circulaire. C'est le cas notamment pour les directions de bâtiments et construction, certaines directions opérationnelles. Donc ça, c'était en amont. Ensuite, on a continué de travailler de manière partenariale à travers les comités techniques pour échanger entre nous. Et puis, d'une certaine manière aussi, il y a un peu un réseau des correspondants économie circulaire qui s'est mis en place, soit parce que du coup, dans les directions fortement impactées par des changements de modèle comme la direction du logement de l'habitat, la direction des constructions publiques, ces sujets-là sont pris en charge aussi par des référents, par des chargés de mission un peu dédiés à cette coordination en interne dans leur direction et à faire avancer ces sujets-là. Donc du coup, on est une espèce de réseau aussi un petit peu maintenant transversal à la ville. Et puis, on voit bien que quand on veut avancer sur certaines questions, quand une direction devient pilote, elle a besoin aussi d'avoir une expertise d'autres collègues de la ville. Ça va être le cas, par exemple, si je prends le cas de la direction des affaires culturelles, le dernier qui pilote la direction sur l'action sur la culture. En fait, il y a aussi la question des achats. Comment on va acheter, avoir donc des achats, une commande publique responsable, une commande publique orientée économie circulaire. Qu'est-ce que je dois mettre comme clause dans mes marchés? Qu'est-ce que je peux mettre comme critère d'évaluation et de notation de mes offres? Donc, du coup, ça veut dire qu'il faut aussi aller chercher au sein de la ville des expertises et des compétences qui sont dans d'autres directions. Donc ça veut dire que c'est une gouvernance que nous, on essaye de coordonner et en tout cas de favoriser une mise en relation des directions les unes avec les autres. Donc du coup, on a une gouvernance qui est à la fois un peu partenarial réseau en interne ville et en même temps qui est cadré un peu, qui est défini dans le cadre de la stratégie et du plan économie circulaire où on a dit un petit peu quelle serait les comitologies adossées au plan, c'est-à-dire un comité technique qui est vraiment plus pour les directions de la ville et pour les pilotes d'action pour qu'elles puissent échanger et puis après des comités plus décisionnels comme le comité de pilotage qui concerne les élus sur, on revient les voir sur des avancements, sur des orientations stratégiques, des prises de décision de manière un peu plus politique. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Je crois qu'il y avait aussi dedans un peu comment on étendait cette gouvernance aux acteurs de la ville, enfin aux acteurs du territoire. Aux acteurs externes. Aux acteurs externes. Donc en fait, c'est vrai que quand on a écrit la stratégie globale, on avait proposé d'avoir une instance qui s'appellerait un peu l'Agora et qui se placerait dans le prolongement de ce qu'on avait impulsé dans le cadre des États généraux de l'économie circulaire, alors qui a été plus compliqué à mettre en œuvre. Et c'est vrai qu'on a fait moins ces allers-retours avec les partenaires de la ville de manière globale. Par contre, si je prends en fait les actions de manière plus indépendante, ça se fait finalement un peu par domaine de compétences et par action parce qu'on a besoin pour mettre en place tout simplement certaines actions de ces sous-instances de gouvernance et partenariales. C'est le cas par exemple avec la direction de l'attractivité et de l'emploi quand elle va travailler sur l'ouverture des lieux dédiés à la réparation,
au recyclage. Enfin, voilà, quand je vois le projet Envie, qui a été fortement accompagné par la ville, qui fait partie en fait de la stratégie globale du plan économie circulaire, ça appelle aussi à un échange avec beaucoup de partenaires du territoire. Quand on travaille sur le sujet de la culture, en fait, on construit des groupes de travail avec des acteurs culturels de tout type d'établissements culturels, que ce soit des producteurs, que ce soit des lieux, des bibliothèques, des lieux d'exposition, etc., ou d'art vivant. Donc, du coup, en fait, on crée un petit peu des espèces d'instances de gouvernance sectorielle, si on peut dire comme ça, qui fonctionnent pour embarquer les acteurs, mais aussi pour répondre aux enjeux des acteurs du territoire et puis pouvoir tenir compte des besoins et des réalités et de partir des réalités du terrain. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Super, Anita, merci beaucoup, c'était parfait. Ensuite, j'ai une petite question suivante qui s'adresse à Nesrine. Alors, Nesrine, déjà, j'ai beaucoup de commentaires sur le projet. Récupérer est beau, c'est possible. Un bon exemple à partager pour dire que c'est possible. Bravo Envie, ce projet est super enthousiasmant. Donc, beaucoup de félicitations. Et Nesrine, la question est la suivante. Ferez-vous une visite guidée pendant la semaine européenne de la réduction des déchets? Oui, alors c'est pas au programme, c'est pas au programme parce que c'est pas au programme et du coup en plus en période de confinement c'est encore plus compliqué. Mais là en fait on est dans une période de finalisation de notre aménagement donc, qui est très chargé pour nous, mais après on sera très très heureux de faire toutes les visites physiques, voire virtuelles, mais bon, physique, c'est quand même beaucoup mieux pour se rendre compte des matériaux et des dimensions, etc., qui seront souhaités pour des groupes d'experts et évidemment pour le grand public, mais ça sera ouvert sur inscription. Mais n'hésitez pas si vous avez des idées de visites à organiser. Est-ce que tu as une idée à peu près de l'échéance prochaine où on pourra venir tranquillement à Ménilmontant pour avoir envie de labo et tout simplement participer aux ateliers? Ah bah non, j'ai pas trop d'idées parce qu'on sait pas, sur la partie contexte sanitaire, on ne sait pas exactement comment ça va se passer. J'espère que ça sera en début d'année. Mais sur la partie visite, ouais, et on va dire en début d'année pour les deux. Eh bien, on croise les doigts. On croise les. Merci. Hop, j'ai été coupé. Désolé, j'ai une question. Alors, peut-être plusieurs personnes vont pouvoir répondre. Peut-être vous, Nesrine, peut-être Juliette également. Existe-t-il aujourd'hui des startups ou des entreprises qui prennent en charge la déconstruction d'un bâtiment avec le réemploi des matériaux ou le vidage de ces bâtiments avant réaménagement? Oui, enfin, je peux démarrer si vous voulez, Nesrine, et après vous pourrez prendre la suite. En tout cas, nous, on connaît des acteurs, les filières sont en cours de développement. Certains sont spécialisés dans un type de matériau, d'autres vont être spécialisés dans le reconditionnement, la dépose sélective. Il y a aussi des démolisseurs sélectifs. Enfin, il y a tout un écosystème d'acteurs qui se structure aujourd'hui. Merci Juliette. Est-ce que Nesrine, vous avez un petit mot en complément? Non, tout a été dit. Il y a des startups, mais il y a aussi des entreprises dans le bâtiment installées qui font ça. Donc, dans le chat, vous avez cité CycleUp et Bacassia, c'est ça? Oui, mais il y a aussi Eiffage Démolition. Nous, on a travaillé avec… alors, je ne sais pas où il se situe exactement, hein, parce que moi, je ne suis pas du tout experte du bâtiment, mais je ne sais pas où il se situe dans la chaîne de valeur, mais on a travaillé avec Artelia aussi. Il y a Vinci Construction qui commence à réfléchir à organiser cette partie
collecte. En fait, tous les acteurs s'y mettent parce que les enjeux, voilà, en termes d'impact sur l'environnement sont énormes et qu'il y a aussi la législation qui arrive sur le sujet. Merci beaucoup, Nesrine. Il nous reste encore du temps pour les questions. Alors, je vous invite à poser vos dernières questions dans le chat. N'hésitez pas. Il nous reste à peu près encore 5-10 minutes là pour les questions. Donc voilà, je vous invite à écrire, à nous partager ce que vous avez en tête. J'ai une petite question complémentaire pour Juliette sur la plateforme que vous avez pu développer. Au final, pourquoi développer une nouvelle plateforme alors qu'il en existe déjà? En fait, c'est pas vraiment c'est plus une évolution de notre plateforme existante qui, pour le moment, est une application interne qui est accessible uniquement aux chargés d'opération de Paris Habitat, ce qui bloque en fait pour trouver des gisements, puisque les architectes, les entreprises ne vont pas pouvoir alimenter au fil de l'eau la disponibilité des matériaux, l'état, etc. Donc l'idée en fait, c'est d'étendre un petit peu l'accessibilité, qui ait un peu plus de fonctionnalités. En fait, cette plateforme, c'est aussi vraiment une banque de données. On va retrouver les matériaux disponibles, mais aussi des documents pour le chargé d'opération utiles pour qu'il puisse mettre en œuvre le réemploi sur son opération. Donc, ça va être des modèles de diagnostic ressources, de fiches produits, des modèles de clauses, de cahiers des charges. C'est vraiment d'avoir cet outil, cette banque de données qui va favoriser, qui va aider le chargé d'opération soit trouver en fait un repreneur sur le parc de Paris Habitat, sinon savoir où s'orienter, donc vers une marketplace, comme par exemple Bacassia ou CycleUp, comme évoqué, ou alors si c'est trop compliqué de revendre le matériau ou qu'on n'a pas trouvé de repreneur, de s'orienter vers un réseau d'acteurs associatifs à qui on peut donner ces matériaux et qui peuvent par exemple les réutiliser dans le cadre de chantiers éducatifs. Enfin voilà, c'est vraiment l'idée, c'est de créer des liens entre l'offre et la demande, ce qui est actuellement difficile avec les fonctionnalités de la plateforme écosystème interne qu'on a aujourd'hui. Très bien, merci. Et si un acteur est intéressé pour avoir accès à la plateforme aujourd'hui, comment ça se passe? Aujourd'hui, elle n'est pas accessible. On n'a pas encore construit, disons, la version améliorée d'écosystème. La plateforme écosystème aujourd'hui, elle est accessible qu'en interne. Donc, c'est en cours de construction. Très bien. Merci beaucoup, Juliette. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat? De mon côté, j'ai recoupé un peu les questions. Est-ce qu'il y a des questions de dernière minute pour nos intervenants? Je vous laisse encore 2 petites minutes si on a une question qui arrive. Non, pas de questions, toujours pas. On va faire un décompte. Ah, on a une question qui nous arrive. On a une question de Paul Vauvant. Est-ce que ce type d'acteur commence à être répertorié en province? Est-ce que vous avez une idée? Je pense qu'on parle typiquement des acteurs comme Bacassia ou CycleUp. Est-ce qu'on a une idée? Est-ce qu'ils agissent partout en France ou est-ce qu'en province, justement, on commence à identifier d'autres types d'acteurs de ce type? Alors, je vais chercher... Excusez-moi, je cherchais l'onglet lever la main. Du coup, on va commencer par cette question et puis après, on fera. J'ai pas très bien entendu Juliette, mais on refera la transition plus tard. Nesrine, tu avais une réponse? Je sais qu'ils se développent ailleurs qu'en Île-de-France. Voilà, petit à petit, ils ont des actions ailleurs, les 2 plateformes qui ont été citées. Et je sais aussi qu'il y en a d'autres en dehors de l'Île-de-France, mais je ne pourrais pas les citer parce que je n'ai pas fait appel à elles. Très bien, merci Nesrine. Oui, peut-être. Alors, c'est Anita. Ah, pardon. Anita.
Oui, je voulais juste dire que, alors je sais que j'ai vu que dans la liste des participants, il y avait par exemple Isabelle Lardin de la Ville qui connaît bien, je pense, les acteurs dans ce domaine-là. Mais après, il y a des réseaux aussi, parce qu'en région, je pense que chaque région a ses écosystèmes propres. Donc, ne pas hésiter, par exemple, à aller vers les réseaux bâtiments durables, Ecopolis, qui peuvent, je pense, localement donner les acteurs, les partenaires qui sont impliqués dans le secteur bâtiment, aménagement, etc. et qui sont peut-être au plus proches des acteurs. Voilà. Merci. On a une ressource dans le chat. Clotilde Pétria de FH nous dit qu'il y en a 52 identifiés par le booster du réemploi et avec un lien vers le site matériauxréemploi.com. Donc, je vous invite à vraiment repasser aussi le chat si vous avez le temps. Il y a beaucoup de ressources qui ont été mises dans le chat. Je remercie tous ceux qui ont joué ce jeu et puis de nous partager les infos en direct. Excusez-moi, Stéphane, je voulais juste rajouter pour répondre à cette question sur l'identification des acteurs. Il y a dans le cadre d'un autre projet européen sur le réemploi, Opalis, une plateforme sur laquelle ils recensent les différents acteurs du réemploi, donc que ce soit du reconditionnement, de la dépose, etc. Donc à la base, en fait, les partenaires sont plutôt belges, donc ils recensent les acteurs sur le territoire belge, mais aussi sur le territoire français. Donc je vous mets dans le lien du chat la plateforme Opalis. Et en fait, c'est un projet qui est en cours, donc c'est une plateforme qui est alimentée et sur laquelle on trouve plein d'acteurs intéressants, et notamment partout en France. Je vois que Opalis a été mis dans le chat déjà, je pense que ça se recoupe, donc intéressant. N'hésitez pas à consulter les liens. Il y a Isabelle Lardin nous dit que le site FCRBE recense tous les acteurs du réemploi. C'est ça, en fait, c'est le projet FCRBE. Dans le cadre du projet FCRBE, donc il y a un autre projet européen sur le réemploi. L'objectif, c'est de faire cette cartographie, donc c'est exactement ça. Super, merci beaucoup. Merci à tous dans le chat pour vos compléments. Est-ce qu'on a encore du temps pour une dernière petite question? Est-ce qu'on a un volontaire de dernière minute qui éventuellement veut poser une question à nos intervenants? Non, personne. Allez, je vous laisse encore une petite minute dans le chat, sinon on va pouvoir passer à la phase de clôture de ce webinaire. Très bien. Ah, je vois qu'on a une question qui arrive. De dernière minute. Serons-nous destinataires des PowerPoint? Bien sûr. Bien sûr, ça fait une excellente transition aussi avec la suite. Hein. Bien sûr, tout le format, le webinaire est enregistré. Donc, pareil, on le diffusera dans son intégralité avec les interventions, les réponses aux questions. Il y aura également un compte-rendu qui sera fait de cet événement. Et puis, bien sûr, on fera passer les PowerPoint. Et pour justement parler un peu de contenu, où vont se trouver ces contenus, je vais laisser la parole à David Canal de l'ADEME, justement, qui va nous parler, qui va nous revenir un peu sur les travaux menés par le ministère et l'ADEME sur ces questions d'économie circulaire et d'aménagement, et également sur une plateforme, la plateforme expérimentation urbaine qui a été développée par l'ADEME. Oui, bonjour à tous. Alors, je ne vois pas le PowerPoint. Elle arrive. Voilà, c'est bon. Oui, donc effectivement, là, on vient de voir beaucoup d'exemples autour des questions d'économie circulaire, et le sujet est tellement vaste et tellement diversifié qu'on peut se poser la question comment je suis un aménageur privé, public, je suis une collectivité, comment je fais pour me lancer et par où je prends le sujet, quoi. Et c'est un peu l'idée du guide qu'on a sorti aux Assises de l'économie circulaire il y a maintenant un mois. Ce guide, il est en accès libre. Je vous mets le lien ici et vous l'aurez aussi dans le compte rendu. Je l'ai également mis dans le chat, ce lien. Et en fait,
on a essayé en fait de regrouper d'après les expérimentations. Donc, on a accompagné 9 territoires. C'est 9 territoires depuis 2 ans, depuis même 3-4 ans, qui ont été accompagnés par l'ADEME pour mettre en œuvre les principes d'économie circulaire sur leur projet d'aménagement. Et de là, on a tiré des enseignements généraux. Et ces enseignements généraux aboutissent à ce guide. Et ce guide, c'est quoi? C'est comment on se lance. Comment est-ce qu'on évalue son niveau de maturité, son niveau de connaissance de l'économie circulaire sur les projets d'aménagement, comment on se définit des objectifs et comment on progresse. Donc, vous avez un ensemble d'outils qui est associé à ce guide, qui sont des fichiers Excel qui permettent de s'évaluer, des fichiers Word qui sont des cahiers des charges, par exemple, de consultation d'un AMO pour aider à mettre en œuvre ce principe de circularité dans les projets d'aménagement, et également des présentations qui balaient les 7 piliers de l'économie circulaire. Là, on les a vus un petit peu, je dirais, en vrac durant les différentes interventions, mais si on les restructure à travers 7 piliers, on peut avoir un balayage un peu systématique des sujets et voir où est-ce qu'on peut choisir sur son projet d'aménagement d'avoir une action. Donc, ce cahier des charges a été rédigé avec un bureau d'études Indigo et Auré, et il est disponible sur le site des Assises. Et vous avez également une ressource intéressante sur le site des Assises, c'est un atelier qu'on avait mené et qui est en replay, avec notamment Grenoble, Nantes, avec Mathias Trujillo sur les projets de Nantes Métropole Aménagement, et également Pleine Commune. Donc cet atelier, en fait, aussi balaye un peu comment ces projets ont mis en œuvre l'économie circulaire sur ces projets d'aménagement. On peut peut-être passer aux slides suivantes. Bon, ça, c'est les 9 territoires qui ont été accompagnés par l'ADEME. Vous les retrouvez également 9 retours d'expérience sous forme de fiches sur le site. Si on passe aux slides suivantes, sur le site qui s'appelle Expérimentation urbaine de l'ADEME, qui va être, on va dire, renouvelé en fin d'année. Et donc, il y a une rubrique qui s'appelle économie circulaire et urbanisme, sur lequel, en fait, on pourra retrouver une communauté et un espace de conversation de cette communauté pour continuer les débats, partager les expériences et mettre en évidence toutes les expériences qui ont été faites dans le cadre des AMI de l'ADEME. Donc, tout ce travail est fait également avec notre ministère de tutelle, le bureau AD4 de la DHUP. Et vous retrouvez donc ça, toutes les infos, je pense, sur le site qui va progressivement être alimenté. Notamment, on retrouvera ce webinaire-là, cet atelier et les rendus qui vont avec. Donc, j'ai mis également pas mal de ressources. On a parlé de plateformes, il y a des plateformes qui s'appellent Démoclès, on a parlé aussi des cahiers des charges, de quelles clauses je peux mettre dans mon cahier des charges pour favoriser le réemploi des matériaux. L'ANRU a travaillé là-dessus. Et donc, dans le guide économie circulaire et urbanisme, on essaie de recenser les ressources, les plateformes, les guides, de façon un petit peu pédagogique sous forme de Zoom et de fiches qui existent et qu'on peut utiliser. Donc, en fait, c'est une ressource un petit peu clé qui regroupe l'ensemble des ressources qui existent, mais il y en aura d'autres puisque les choses évoluent beaucoup. Je viens d'apprendre aujourd'hui certaines choses que je ne connaissais pas sur certains, notamment identification des acteurs du réemploi. Donc, ça veut dire qu'on va mettre à jour notre site expérimentation urbaine au fur et à mesure des avancées de nos expérimentations. Voilà. Merci beaucoup, David. Je vais prendre le relais de la présentation, alors notamment sur la partie prochain rendez-vous. On arrive à la fin de ce webinaire, mais ne vous inquiétez pas, le programme n'est pas terminé, c'était que la première étape. Voilà, juste pour dire un mot sur les prochains circuits de l'économie circulaire. Donc à l'origine, ce programme avait vocation à organiser des visites de sites inspirantes
Bon, le contexte actuel nous a contraints à revoir le format et à passer sur du dématérialisé. Mais bien entendu, en fonction de l'évolution de la situation, nous adapterons le format présentiel ou distanciel et on espère vous retrouver le plus vite possible en présentiel sur les circuits de l'économie circulaire. Voilà. Donc, au programme des circuits, donc aujourd'hui, on était dans le 20e arrondissement avec le projet de Paris Habitat. En janvier 2021, on ira du côté de la métropole de Lille pour observer notamment la gestion du foncier de façon circulaire dans une zone urbain dense avec des problématiques et des enjeux autour des friches urbaines et de la vacance de ces espaces. Avec notamment au cœur de ce projet une visite de la maison du projet de la Lénière à Roubaix. Donc la Lénière, en fait, c'est une ancienne friche industrielle textile qui aujourd'hui a été réhabilitée en quartier qui promeut notamment la diversité fonctionnelle au sein de cet espace, avec à la fois, on peut y retrouver des bureaux et des logements qui s'y mélangent. Et au cœur du quartier, on a la maison du projet, qui est un véritable démonstrateur de l'économie circulaire, puisque la structure de ce bâtiment est complètement démontable et remodulable. Et puis, bien sûr, avec, ils y ont intégré l'intégration de matériaux durables et des énergies renouvelables. Donc rendez-vous à Lille, on espère, en janvier 2021 ou alors en visio. En avril, cette fois-ci, on prendra la route de Stein, donc Stein en Île-de-France et en Seine-Saint-Denis plus précisément. Donc cette visite, elle aura pour thème l'économie circulaire, notamment pour améliorer la qualité de vie dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Nous nous focaliserons là plutôt sur la fabrique du clos, donc implantée sur une friche urbaine, encore une fois, au cœur du quartier du Clos de Saint-Lazare. C'est un lieu qui va servir à la fois de recyclerie, avec notamment du stockage de matériaux issus de la démolition, d'un site d'expérimentation de prototypes de matériaux de réemploi, notamment pour les futurs espaces du quartier lui-même. Et puis, c'est également un lieu de convivialité avec des espaces de formation, des espaces de sensibilisation, d'expérimentation, mais également de rencontres artistiques. Voilà pour avril 2021. Ensuite, nous irons en septembre 2021 dans les Vosges, où là, c'est intéressant, les acteurs du territoire ont favorisé la mise en place d'une filière durable de matériaux biosourcés. Notamment, on parle beaucoup de ressources bois, puisque c'est une ressource très abondante sur le territoire des Vosges. On va faire un focus sur le bois de hêtre qui depuis un certain temps, et notamment des tempêtes et catastrophes naturelles de 99, qui a perdu en valeur, voir comment ce bois de hêtre peut être réhabilité par le dynamisme des acteurs locaux et comment il peut être réhabilité et valorisé dans les projets d'aménagement. Et on va faire un focus dans ce cadre-là sur le siège de l'Office national des forêts, à Épinal, donc dans les Vosges, qui est le premier bâtiment bois français qui est certifié PEFC. Donc en fait, le bâtiment, il se compose à 75% de bois issu de 8 forêts différentes des Vosges. Donc vraiment, on se base sur une ressource durable et locale. Et en réalité, tout le bois qui a été utilisé, et notamment toute la transformation de cette ressource, les acteurs qui ont opéré sont tous dans un rayon de moins de 50 km du chantier lui-même, donc avec vraiment une dynamique locale très forte. Donc ce bâtiment-là est vraiment une vitrine de la filière bois sur le territoire des Vosges. Voilà pour cette visite en septembre 2021. Et enfin, on aura une visite en 2022, donc on a le temps de voir venir, mais cette fois-ci plutôt sur un territoire européen, donc hors du territoire français. On est toujours en construction de ce projet et de cette visite, et bien sûr, vous en saurez plus très bientôt. Avant de nous quitter, dernière petite demande.
On vous fait passer un questionnaire de satisfaction. Alors, vous avez le lien là, mais il va être distribué dans le chat. Vous aurez juste à cliquer. C'est un questionnaire voilà, pour donner votre avis sur l'événement globalement et puis nous faire un petit retour. Ça prend 3 minutes, c'est 4-5 questions. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire votre retour. Le lien va être passé dans le chat. Et puis, vous avez en dessous, juste en dessous, les contacts, à la fois côté ministère, côté ADEME avec David, et puis le mien. Si vous avez des questions, que ce soit sur cet événement aujourd'hui, sur les prochains, etc., n'hésitez pas. On se tient bien sûr à disposition pour répondre. Je vous dis merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup aux intervenants pour les interventions de qualité. Et puis nous, on vous donne rendez-vous pour les prochains circuits en janvier. Merci, bonne journée à tous.